On a le plaisir de recevoir aujourd'hui Grégory Neulat. Bonjour. Bonsoir Thomas. Directeur général en charge du développement chez KissReim et on va parler aujourd'hui de Kiss Sélection. Alors peut-être un mot sur la maison d'abord, KissReim. Alors KissReim est une société de gestion qui a fêté ses 10 ans l'année dernière, société de gestion immobilière qui fait ce que l'on appelle du private equity immobilier. Donc on mélange les techniques du private equity, création de la valeur en utilisant du capital et de l'endettement, en investissant sur le marché et le secteur de l'immobilier. Donc c'est comme ça que vous avez créé et développé Kiss Sélection. C'est quoi la philosophie ou qu'est-ce qu'on trouve quand on ouvre la boîte Kiss Sélection? Alors Kiss Sélection est un fonds professionnel qui est destiné donc à des investisseurs professionnels au sens de la MIF. Alors il faut rappeler peut-être. Alors la MIF est une réglementation européenne qui définit le niveau de risque de chacun des produits d'épargne et qui vous oblige à discuter avec des clients qui ont le profil éligible à un produit d'investissement et celui-ci s'adresse à des investisseurs qui doivent investir au minimum 100 000 euros. D'accord. Et qui sont avertis, professionnels au sens où ils ont une connaissance suffisante des outils financiers, même si ce n'est pas leur métier, ils peuvent être dentistes, mais exactement. Ils sont peuvent avertis. Avoir plein de métiers différents, mais remplir des critères précis. Et donc, ce fonds, donc maintenant qui commence à avoir une taille conséquente, 800 millions actuellement. Comment est-ce que donc il est ventilé? Alors c'est un portefeuille qui fait ce qu'on appelle de la multigestion immobilière, donc qui n'est pas sur un sujet en particulier. Aujourd'hui, on a à peu près 30% de bureaux, activités tertiaires, 30% d'hôtellerie et 30% de commerce, avec 50% de projets en développement et 50% d'actifs qui donnent des revenus. Donc il manque 10%, c'est le cash, j'imagine. Exactement pour la liquidité. Et quel est le compartiment entre bureau, hôtellerie ou commerce qui se développe le plus vite en ce moment, qui est le plus dynamique, qui repart le mieux, on pourrait dire, après cette séquence de Covid? Alors, les deux segments les plus dynamiques sont le commerce et l'hôtellerie. L'hôtellerie dite lifestyle, donc qui est une hôtellerie très particulière, c'est celle, vous savez, qui génère ses revenus, non pas des chambres d'hôtel ou des nuitées, mais des activités autres comme la restauration, l'événementiel. Cette hôtellerie aujourd'hui fonctionne extrêmement bien. On peut citer des exemples, des marques peut-être pour qu'on fixe bien les Oui, les par idées. exemple les hôtels Mama Shelter ou Joe ou 25e heure ou Hoxton, ce sont des hôtels lifestyle où on vient C'est-à-dire qu'on ne paye pas très cher la chambre, mais on va dépenser beaucoup... dans plein de choses et on n'y vient pas que pour dormir, on peut y passer une soirée avec des amis ou sa famille. D'accord. Donc ça, c'est une thématique qui marche bien. Extrêmement bien, parce que le tourisme en France de proximité marche très fort. Les gens consomment beaucoup en local, se déplacent moins finalement à l'international et utilisent les infrastructures qui sont autour d'eux. Vous diriez que c'est reparti plus fort qu'avant la crise sanitaire, où on n'a pas encore retrouvé le niveau hanté Les chiffres Covid? sont à la hauteur de ce que je vous indique. Aujourd'hui, les chiffres sont bien meilleurs qu'avant la crise sanitaire. C'est devenu clairement une façon de consommer du loisir. Et vous n'êtes pas inquiet? Donc vous dites on y va à fond sur cette catégorie, même si demain une nouvelle pandémie débarque. Ça, c'est pas un risque Alors oui, il faut mutualiser son risque. Donc la première chose, c'est de ne pas se concentrer sur une même ville ou pas forcément sur le pays. Donc on est par exemple dans le cadre du produit dans lequel nous sommes ce soir sur l'Europe. Donc on est au Portugal, on est en Allemagne, on est à Londres, en Italie. Et puis ne pas en mettre trop non plus. Donc c'est pour ça qu'on va sur du commerce et du bureau pour avoir plusieurs moteurs à l'intérieur d'un même produit. Donc on a parlé de l'hôtellerie lifestyle. Sur le commerce, quelles sont les tendances? Alors le commerce, la tendance sur laquelle nous sommes depuis plusieurs années, c'est ce qu'on appelle la place du village, c'est-à-dire créer des commerces qui sont au cœur de la vie, de la cité. Donc être là où les gens vivent, travaillent, dorment et sortent. Donc fini les grands malls en banlieue, les supermarchés. Alors les grands malls marchent très bien là où les gens se sont déplacés justement avec la crise sanitaire, puisque en fait certaines banlieues qui étaient, on va dire, considérées comme des banlieues lointaines pour dormir sont devenues presque maintenant des endroits où il faut vivre, travailler, puisque on a changé nos façons. On peut citer des exemples encore dans lesquels vous avez investi? Alors on est par exemple à Lyon sur les galeries Lafayette qui est sur la commune de Bron, donc qui est vraiment à proximité je dirais du centre-ville, et là on fait un très gros projet de régénération d'un des plus vieux centres commerciaux de France qui va devenir une agora de vie avec énormément de choses à l'intérieur. Et là encore, en fait, le point commun avec l'hôtellerie lifestyle, c'est justement cette vie,
cette sociabilisation, je ne sais pas, cet événementiel qui se greffe dessus? C'est ça, c'est être en fait sur différentes phases de la journée, de la semaine ou de l'année, de pouvoir permettre aussi de vivre dedans, dehors, donc beaucoup d'espace extérieur, beaucoup de mixité, de passage entre les différents moments de la journée, pas que du commerce. On vient pas que pour faire ses courses, en fait. Non, on vient pour y passer des moments Se intéressants, rencontrer des amis. ses amis, sa famille, exactement. Ou des nouvelles personnes. Ou des nouvelles personnes. Et le bureau? Alors le bureau, ça reste et c'est toujours une classe d'actifs à privilégier, en y considérant qu'il faut penser bureau flexible, bureau modulable et bureau adapté au marché dans lequel nous sommes. Donc aujourd'hui, on s'intéresse à des actifs de taille plus petite, plus modulables dans leurs usages, qui permettent d'accueillir différentes façons de travailler à l'intérieur avec du service. On revient un peu à cette logique. Finalement, on passe notre vie, que ce soit dans les courses, dans le loisir ou au travail, à réinventer finalement le fonctionnement. Exactement, de s'adapter aux usages. En fait, on passe aujourd'hui plus de temps finalement à des endroits différents parce qu'on peut travailler partout. Et alors la question qui intéresse en particulier ceux qui nous regardent, c'est est-ce que ça rapporte plus toute cette rénovation? Oui, alors on considère, et ça c'est un pari que Kizraim a fait il y a plusieurs années, d'abord notre fonds est labellisé ISR depuis 2017, c'est le premier fonds professionnel labellisé ISR, c'est qu'un actif vertueux est un actif qui va se valoriser mieux, et je pense que la conjoncture actuelle va nous démontrer qu'il y a une prime à des actifs qui sont impactants d'un point de vue environnemental, impactant positivement, bien évidemment, ou d'un point de vue sociétal. Donc ça, c'est ISR, mais sur le côté lifestyle, sur le côté nouveau mode de vie, est-ce que ça apporte aussi une prime en termes de rendement? Ça apporte une meilleure rémunération, puisqu'effectivement, aujourd'hui, la rentabilité d'un hôtel est tout à fait incomparable à celle que vous pouvez avoir sur un actif de bureau. Et donc, effectivement, l'idée, c'est d'aller capter cette prime de risque que nous offre le secteur de l'hôtellerie. Et alors j'imagine que ça veut dire aussi des arbitrages en permanence sur les nouveaux lieux de vie, ceux qui montent, ceux qui descendent. Oui, il faut être agile. C'est pour ça que le private equity immobilier existe et le format du véhicule est intéressant. C'est qu'il permet de pouvoir faire tourner l'actif de manière plus rapide que dans des fonds, on va dire, traditionnels, des fonds grand public. Et effectivement, on garde les actifs en moyenne 3 à 4 ans. Alors vous dites private equity immobilier. On pourrait presque l'appeler SCPI sans IFI parce qu'il y a aussi cette dimension fiscale qui est intéressante sur ces produits. Est-ce que c'est une définition qui pourrait vous plaire? C'est une comparaison intéressante que je retiens pour effectivement la façon dont on construit les portefeuilles, mais ce ne sont pas les mêmes enveloppes. En revanche, oui, effectivement, on a l'avantage fiscal de ne pas être à l'IFI, donc ça c'est très intéressant. Flat tax, et flat comme tax, une valeur mobilière. Exactement, sur les plus-values de cession. D'accord. Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas vues qui sont importantes pour ceux qui nous écoutent et qui découvrent Keys Sélection? Je dirais qu'aujourd'hui, c'est un produit qui a pris une taille très importante, donc qui est rassurant parce qu'il y a beaucoup d'investisseurs à l'intérieur, qu'il y a de plus en plus d'actifs à l'intérieur et qu'on a 5 ans d'existence sur ce fonds qui est une durée suffisamment importante avec 2 années de Covid pour démontrer la résilience de la gestion de ce produit. D'ailleurs, on n'a pas parlé de la performance, alors on va finir avec ça. Alors c'est un produit qui a fait en un an glissant plus de 5%, on est à 5,24. L'année dernière, on a délivré 5,05 et depuis la création, voilà, on est au-dessus de 24% de performance. Donc c'est une très belle performance sur un cycle qui a été notamment amputé du Covid et ne nous a pas forcément touché directement. Un cycle chahuté en effet. Merci beaucoup Grégory de nous avoir présenté Keys Sélection. On reviendrait nous raconter la suite de cette aventure, j'espère, dans quelques épisodes. Merci à bientôt. Bonne soirée. On va finir avec Jérémy Shore qu'on va retrouver avec plaisir pour parler de SCPI investi à l'étranger.